Et nous sommes donc en ligne avec Nicolas Tenzer, directeur de la publication Desk Russie, enseignant à Sciences Po. Bonjour et rebonjour Nicolas. Rebonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors on va parler de la situation bien sûr en Ukraine, les Européens prêts à soutenir l'Ukraine dans la durée. Le président français Emmanuel Macron a exhorté hier ce mardi 23 août la communauté internationale à ne faire montre d'aucune faiblesse, aucun esprit de compromission face à la Russie, alors que donc la guerre en Ukraine entre aujourd'hui dans son sixième mois. Il en va de notre liberté à toutes et à tous et de la paix dans toutes les parties du globe. Donc c'est ce qu'a lancé le chef de l'État. Alors sixième mois de guerre, hein, Nicolas, l'Europe qui se prépare à un conflit bien parti pour durer malheureusement peut-être encore plusieurs mois. Est-ce qu'on peut déjà justement en ce jour faire un bilan de la situation, des pertes à la fois côté ukrainien, côté russe et surtout l'ampleur des dégâts, des territoires qui ont été pris par la Russie notamment? Écoutez, d'abord, le bilan humain est absolument catastrophique, hein. Côté ukrainien, c'est-à-dire l'agressé. Vous me permettrez d'avoir d'abord une pensée pour l'agressé plutôt que pour l'agresseur quand même. L'agressé, c'est quand même plus de 100 000 morts, essentiellement des civils, énormément de femmes, d'enfants tués, sans parler de tous ceux qui sont blessés, qui sont estropiés, qui ont perdu pour les enfants. Pour les autres aussi, bien sûr, leurs membres, leurs bras, leurs jambes, qu'ils sont devenus aveugles. Enfin, c'est quelque chose qui a été un carnage parce que 90% au moins des frappes russes ont visé essentiellement les civils. Je crois que ce qui s'est passé là, c'est quelque chose d'épouvantable. On peut comparer, enfin, par rapport, on parle souvent de Srebrenica, vous savez, le massacre de Srebrenica, Oui. mais l'Ukraine, c'est quelque chose qui représente 8 ou 10 fois plus, même plus que 10 fois Srebrenica. Puis vous avez aussi les pertes militaires, côté ukrainien, 9 000. Vous avez vraisemblablement, selon les estimations des organisations internationales, quelque chose qui représente plus de 1000 milliards de destruction des routes, des hôpitaux, des infrastructures, des écoles. Vous avez plus de 6 millions de personnes qui sont parties, alors soit déplacées internes, sur à peu près 4 millions qui sont partis comme réfugiés à l'étranger. Donc c'est un pays véritablement martyrisé qui a fait face, il faut bien le dire, même encore plus par rapport aux guerres en ex-Yougoslavie, à la plus grande entreprise de destruction criminelle depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Un bilan très lourd. Donc un bilan très Ouais. lourd. Alors côté russe, bien sûr, je veux dire des soldats, je veux dire qui ont été embarqués de force, ça a été absolument catastrophique. On estime souvent à 80 000 morts le nombre de soldats russes. Et là, il s'agit bien sûr de pertes militaires. Alors côté ukrainien, les pertes sont essentiellement civiles, hein, je le répéterai jamais assez, mais évidemment probablement 80 000 morts, sans parler de tous ceux là aussi blessés, mis hors d'état, des gens qui viennent alors pas tellement du centre de la Russie, mais qui viennent plutôt des provinces de l'est, des territoires également. Je dirais, aux périphéries de la Fédération de Russie. Et ça veut dire le ralentissement de l'économie russe aussi. Alors, il ne faut pas Bien sûr. oublier que cette guerre qui a recommencé le 24 février, évidemment, maintenant depuis 6 mois, ce n'est jamais que la poursuite de la guerre que Poutine avait déjà lancée en 2014, avec déjà l'invasion du Donbass et l'annexion de la Crimée. Alors, qui avait déjà fait 14 000 morts, faut le rappeler aussi. Donc en fait, quand on dit oui, c'est 6 mois de guerre, non, en fait, c'est 8 mois et demi de guerre. Mmh. Ça, il ne faut pas l'oublier non plus pour les Ukrainiens, ce que ça représente. Alors, intéressant aussi de s'intéresser à l'ampleur des territoires que possède la Russie. On dit que 20% du territoire environ est occupé par les Russes. Qu'en est-il exactement? Oui, vous avez aujourd'hui et donc une grande partie du Donbass, l'essentiel du Donbass, déjà les anciennes républiques de Donetsk et de Louhansk qui avaient déjà en partie, je dis en partie occupé la Russie, sont maintenant quasiment totalement occupées. Enfin, le Louhansk quasi totalement et Donetsk un peu moins, mais quand même. Une partie, je dirais, des régions du sud, la région autour de Kherson qui vont être libérées, et puis donc toujours, bien sûr, la Crimée. Alors, qu'est-ce que ça veut dire aussi cette occupation? Bien sûr, ça veut dire des destructions, mais ça veut dire aussi des tortures, des disparitions forcées et des personnes qui sont, si j'ose utiliser le mot comme fils de, vraiment, qui ont été véritablement déportées en Russie, qui ont été déportées pour 1,6 million de personnes vraisemblablement, d'ailleurs les Russes l'ont reconnu, et plus de 100 000 enfants, certains privés, retirés de leur famille, confiés à des familles russes, à la fois pour repeupler le territoire, pour leur faire perdre toute identité ukrainienne, pour les rééduquer, encore vraiment des systèmes de rééducation totalitaire, ça équivaut à un crime de génocide.
en vertu de la Convention du 9 décembre 1948 sur la prévention et la répression du crime de génocide, c'est un génocide. Et ça, il ne faut pas l'oublier non plus. Donc, aujourd'hui, quand le président de la République disait on ne peut pas perdre nos valeurs, je pense qu'il avait totalement raison, je dirais enfin de le rappeler, c'est vrai, c'est-à-dire qu'on est en face de quelque chose vraiment qui n'a pas d'équivalent depuis la Seconde Guerre mondiale en Europe. Et je veux dire, si on cède devant la Russie, si on accepte que les territoires restent conquis, si on accepte des compromis, des compromissions, un accord, eh bien, c'est l'ensemble de nos valeurs, je dirais, qui se trouveraient complètement bafouées. Et on va parler justement du soutien de l'Europe aux Ukrainiens. Les Ukrainiens qui résistent face à cette Russie qui pensait pouvoir s'emparer selon ses services secrets de l'Ukraine en quelques jours. Ce n'est pas le cas finalement. Alors est-ce que la Russie est dans l'impasse, dans un piège comme l'a dit hier le président ukrainien Volodymyr Zelensky? Est-ce que Vladimir Poutine est désormais obligé rapidement d'obtenir une décision militaire? On dirait qu'il est vraiment sous pression actuellement. Oui, c'est-à-dire que du côté russe, encore une fois, j'allais dire, il n'y a pas d'échappatoire. C'est-à-dire que Poutine ne peut pas, semble-t-il, reculer, parce que ce serait reconnaître effectivement sa défaite, le fait qu'il n'a pas, comme vous l'avez rappelé, il n'a pas véritablement réussi à conquérir l'Ukraine. Ce serait bien sûr l'exposer, je dirais, à tous les procès devant les tribunaux internationaux en raison des crimes contre l'humanité massifs. Je dirais qu'il a commis, c'est pas la première fois qu'il en commet, il en commet en Syrie. Je rappellerai toujours vous savez, les paroles de l'ancien grand rabbin d'Israël, Isaac Merlo, qui avait parlé des actions d'Assad et de la Russie en Syrie, et qui disait déjà, finalement, c'est une petite chose, un petit holocauste. C'est ça qu'il disait. Et je trouve que quoi on a assisté en Ukraine, c'est bien cela. Donc il ne peut pas reculer, et donc il sait très bien qu'il ne peut être que vaincu. Il doit être totalement vaincu. Il ne sait pas comment s'en sortir, mais aussi maintenant pour les dirigeants occidentaux, je dirais devant, encore une fois, les crimes de cette énormité, il n'y a pas d'autre solution que la fin de ce régime. Mais Volodymyr Zelensky l'a par ailleurs dit, pas question d'un cessez-le-feu, mais lui, il veut peut-être probablement faire une contre-offensive. Oui, il y a une contre-offensive, et ça ne sera possible. Vous avez parlé tout à l'heure du soutien des Occidentaux, d'abord des Américains, il faut bien le dire, c'est eux qui sont déterminants, bien sûr, dans ce conflit, plus que les Européens, même si ce que nous faisons en Europe est essentiel aussi. Eh bien, ça suppose d'armer beaucoup plus l'Ukraine. Aujourd'hui, vous avez un début de contre-offensive, c'est vrai que, notamment les Américains, mais la France aussi, avec les canons César, les 16 canons César, 18 canons César, pardon, je dirais, nous donnons des armes de longue portée, mais ce n'est pas encore suffisant. C'est suffisant, si vous voulez, pour arrêter progressivement la progression des troupes russes. Ce n'est pas suffisant d'abord pour empêcher les Russes de frapper par des missiles sur le territoire ukrainien. On a vu Odessa, on parlait tout à l'heure, je dirais, mais aussi Kiev, mais aussi Lviv, mais aussi d'autres territoires à l'intérieur, de terroriser des civils essentiellement. Et ce n'est surtout pas assez pour que les forces armées ukrainiennes, qui sont extraordinaires de courage, d'intelligence, de vaillance, repoussent évidemment l'agresseur en dehors de l'Ukraine. Alors, ça, il faudra beaucoup plus. Oui. Et je pense qu'aujourd'hui, vous avez une meilleure résolution. Moi, je l'ai dit depuis le 24 février, évidemment depuis le début, je pense que nous ne pouvons pas rester en dehors d'une forme d'intervention directe dans cette guerre. Justement, on l'apprenait hier, ce mardi, alors que de nombreux pays européens fournissent déjà, vous l'avez dit, de l'équipement militaire à l'Ukraine. L'Union européenne envisage d'organiser une mission d'entraînement et d'assistance à l'armée ukrainienne qui se déroulerait dans les pays voisins. Alors, est-ce qu'on peut expliquer de quoi il s'agit exactement ? Oui, mais là, il s'agit, je dirais, d'un renforcement, je dirais, des capacités de l'armée ukrainienne, qui, encore une fois, je l'ai dit, vaillante, remarquable, mais avec des jeunes personnes, des jeunes gens, souvent 20 ans, 21 ans, évidemment, qui meurent. Il y a des gens qui sont parfois des ingénieurs, des médecins, des professeurs, des musiciens, tout ce que vous voulez, qui meurent au combat et qui ne sont pas toujours suffisamment formés, tout simplement parce qu'on n'a pas eu le temps de les former. Et là, l'idée, c'est de planifier en quelque sorte la formation militaire de ces jeunes-là. Mais encore une fois, je pense que c'est très bien. Tout ce qu'on fait va dans le bon sens, mais il faut vraiment maintenant aller à un cran au-dessus. Alors, hier soir également, le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, a évoqué avec son homologue française Catherine Colonna la possible visite d'inspecteurs de l'Agence internationale de l'énergie atomique à la centrale nucléaire ukrainienne de Zaporijia. Alors, ça a l'air quand même un dossier très sensible et très important. Et justement, est-ce qu'on peut peut-être rappeler l'importance de ce lieu, Nicolas, de cette centrale nucléaire ?
Oui, ben écoutez, Zaporijjia, c'est très important. C'est une centrale nucléaire déterminante qui a été captée, qui est pas très loin d'ailleurs, hein, qui est plutôt dans le sud, qui est pas très loin effectivement, je dirais, de la Crimée, et qui a une importance décisive, bien sûr, en termes de fourniture d'électricité au pays, mais qui est occupée, je dirais, par la Russie quasiment depuis le début du conflit, représente une menace terrible, d'autant plus qu'il semblerait que la Russie ait piégé la centrale. Qu'elle soit prête, je dirais, à Mhm. jouer une sorte avec le feu en quelque sorte, et qu'aujourd'hui il y a vraiment des menaces qui planent sur son avenir, avec un accident qui n'est pas exclu, un accident de type Tchernobyl, même Ouais, si... on dit que c'est une centrale atomique 6 fois plus importante que celle de Tchernobyl, hein. Oui, oui, voilà, bah, c'est évidemment de la génération d'après, donc je dirais un peu plus perfectionnée, un peu plus, je dirais aussi puissante, effectivement. Donc, je veux dire, s'il y avait un accident grave, c'est toujours possible. Alors là, les spécialistes de sécurité nucléaire, ce dont je ne sais pas, je dirais, ont parfois des avis d'ailleurs différents. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait arriver facilement, ou est-ce qu'il y a quand même beaucoup de conditions pour que ce genre d'accident arrive? Bon, il y a des points de vue différents. Mais enfin, il y a quand même une alerte très importante de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Vraiment, je dirais, de la communauté internationale. On a eu la déclaration récente à la fois de Joe Biden, Emmanuel Macron, Boris Johnson et Olaf Scholz qui ont dit vraiment, maintenant c'est important, il faut faire quelque chose. Mhm. Alors, Maintenant, encore une fois, il y a eu des assurances soi-disant données, je dirais, au président français, mais enfin, les assurances de M. Poutine, voilà, on sait ce que ça veut dire. une situation qui reste extrêmement tendue sur le terrain. Les États-Unis qui ont exhorté leurs ressortissants aussi à quitter le pays cette semaine en raison de possibles frappes russes sur des cibles civiles. Et c'est une date importante, d'autant plus aujourd'hui, puisque c'est le jour de fête de l'indépendance de l'Ukraine, obtenue en 1991 après la chute de l'URSS. Lors de ce jour de l'indépendance, en principe, un défilé militaire est organisé dans les rues de Kiev. Alors comment imaginer cette journée aujourd'hui, maintenant en 2022, 6 mois après le début de la guerre? Ben, d'abord, rappeler effectivement l'importance de ce jour symboliquement, hein, pas seulement parce que ce sont les 6 mois, mais effectivement surtout le jour de l'indépendance, c'est-à-dire que vous avez les anciennes républiques soviétiques, ça vaut évidemment pour l'Ukraine, ça vaut pour le Bélarus, ça vaut pour les pays baltes, évidemment pour les autres pays qui étaient sous le joug, je dirais, indirectement, qui avaient gardé leur appartenance nationale, mais qui avaient été malgré tout sous l'oppression. C'est un symbole très fort, c'est la libération par rapport à un régime d'oppression et un régime, je dirais, aussi de génocide. Je veux dire, l'Ukraine, il ne faut s'en souvenir, je dirais, dans les années 30, a subi ce qu'on appelle l'Holodomor, c'est-à-dire la grande famine. Plus de 2 millions d'Ukrainiens sont morts, tout simplement parce qu'ils étaient privés de nourriture par Staline. Bon, je veux dire, le fait de reconquérir l'indépendance, c'est la garantie de la paix et la fin de l'oppression. Et là, on a ce pays de nouveau opprimé. Comment ça va se passer? Alors, les Ukrainiens, hein, le président Zelensky l'a dit, craignent évidemment ce jour symbolique des frappes russes massives par des missiles qui pourraient tomber sur la tête des Ukrainiennes dans de nombreuses villes. Les défilés seront sobres. On est quand même en pleine guerre. Mais je peux dire, je vois en avec les Ukrainiennes et les Ukrainiens que je connais, combien ce jour, qui a succédé au jour du drapeau, hier c'était le jour du drapeau, vous savez, c'est quelque chose qui est fondamental, et avec l'espoir, toujours l'espoir qu'un jour la lumière reviendra. Merci beaucoup Nicolas Tenzer, en tout cas pour toutes ces précisions. Donc aujourd'hui, jour de fête de l'indépendance de l'Ukraine, rassemblement interdit à Kiev, couvre-feu dans la région de Kharkiv notamment. Merci Nicolas, à très bientôt sur Radio J. Merci à vous, à bientôt.